Je voudrais commencer par, avant de passer la parole aux invités, commencer par présenter un petit peu l'écrivain, puisque peut-être certains ne le connaissent pas, et puis d'autres, ça permettra de confirmer. Pour en avoir discuté avec Aurore juste avant, on se posait la question de écrivain majeur ou écrivain important, et bon, tu avais tendance à penser que ce serait plutôt un écrivain majeur et moi un écrivain important. Important évidemment parce qu'on connaît sa notoriété. En même temps, on voit bien que le premier colloque a eu lieu en Écosse, à Édimbourg, en 2005. Les suivants aux Pays-Bas. Les suivants en Hollande, oui, en Allemagne, etc. Et le dernier colloque récent, c'était donc 2012 à Marseille. On a l'impression que la France réagit assez tardivement au phénomène Houellebecq, alors peut-être par souci de rejet d'un écrivain sulfureux ou trop médiatique. Je voudrais juste commencer par rappeler un texte essentiel qui s'appelle Rester vivant, dans lequel il propose une méthode très très simple, à la fois, enfin, on pourrait la penser même un peu simpliste et idiote, dans la mesure où il préconise de rester simplement vivant pour pouvoir écrire. Mais en réalité, il s'agit d'une véritable souffrance. On peut imaginer la désespérance d'un individu qui se donne comme contrat, comme projet littéraire et scriptural, le fait de rester vivant. Et pour nous, l'occasion, évidemment, de lire dans la continuité 5 romans. Le premier qui sera publié en 1994, Extension du domaine de la lutte, suivi par Les particules élémentaires qui va rencontrer un très très grand succès. Plateforme, ensuite La possibilité d'une île en 2005 de mémoire, et puis La carte et le territoire en 2010 pour lequel il a obtenu le Goncourt. Selon les dires, les bruits de couloir, il y aurait un 6e roman qui arriverait ici au mois de janvier 2015. On n'a pas encore le titre, mais bon, on voit une certaine régularité, à peu près tous les 4 ans, une publication, et finalement, il nous transmet qu'il est toujours vivant. Parce que certains l'ont rencontré, on peut parfois se poser des questions sur son état. Bon, il est... Oui, ou ses absences à des invitations pour des problèmes. Enfin bref, donc personnage assez étonnant. Il aime à rappeler qu'il est ingénieur agronome, comme Alain Robbe-Grillet, pour faire le duo. Et quand il le rappelle, c'est essentiel, ça veut dire que pour lui, il nous transmet une clé en réalité. C'est l'occasion de nous rappeler qu'il a une formation scientifique avant d'être un littéraire, et que sa manière de regarder le monde est liée exactement à sa formation scientifique. En effet, il nous propose de regarder le monde comme s'il s'agissait d'une coupe de sol géologique. Et il nous dit bien que si on a une théorie préalable, on ne voit pas. On ne peut pas observer véritablement parce que notre regard n'est pas absolument objectif. Et effectivement, c'est ce qu'il nous propose dans sa littérature, un regard particulièrement objectif qui peut passer de l'obscénité à la crudité par les grands sentiments et la gravité. Et il nous permet aussi d'obtenir cette acuité nous-mêmes, c'est-à-dire que la lecture va nous permettre de vivre cette expérience d'une très très grande acuité ou une très très grande objectivité avec des scènes et des évocations de thèmes relativement insupportables comme je sais pas, la déréliction, la solitude dans les grandes villes, le jeunisme qu'on traite à travers les particules élémentaires, le tourisme sexuel, enfin bref. Quand il propose d'évoquer ces thèmes, c'est pas pour... en tout cas, jamais pour jouer de la provocation. C'est plutôt pour souligner et nous donner à nouveau un regard, c'est-à-dire le regard objectivé, un regard neuf. Il nous propose un décalage, il va passer par l'humour, éventuellement chez Houellebecq. Pour ceux qui l'ont lu, on sait qu'il y a de nombreux passages très presque loufoques. On l'a vu hier avec les particules élémentaires, par exemple, sur le lieu du changement avec la scène du yoga. Et bon, voilà. Donc
puis certaines phrases avec des ruptures de ton exceptionnelles. On a donc une vision qui nous est accordée, un regard neuf, un décalage qui nous permet de regarder à nouveau le monde. Et je pense que c'est ce qui fait tout l'intérêt de Houellebecq. C'est sans doute pas un auteur majeur, mais un auteur important, très important, qu'on ne peut pas retirer du paysage, un auteur dont on ne peut pas faire l'économie, un auteur traduit dans presque 30 langues, un auteur qui touche à tout. Ça passe par... Évidemment, les albums, 2 albums avec Burgala, par exemple, du cinéma, L'enlèvement de Michel Houellebecq de Guillaume Niclou. Récemment, une exposition de photographie à Paris, que je trouve très intéressante d'ailleurs. Multicarte et personnage extrêmement intéressant. Sa littérature, je vois mal comment... pour faire court, on ne peut pas imaginer de refermer un roman de Houellebecq et se dire j'ai pris un sérieux plaisir, j'ai accompagné des personnages, chose que Houellebecq sait très bien faire, mais c'est pas suffisant. Sa littérature nous embarque, nous met dans un véritable inconfort. Je crois que lire Houellebecq, c'est connaître simultanément 2 voies narratives. Une qui va, j'en parlais précédemment avec Aurore, une qui va alterner, qui va nous permettre d'alterner entre cynisme par exemple, obscénité, ironie saignante, et puis de l'autre côté des grands sentiments, de la gravité, de la douceur, des histoires d'amour, et évidemment on peut aussi penser Houellebecq comme un écrivain romantique. Je crois effectivement, oui, tout à fait. Donc, grand écrivain, un écrivain important pour toutes ces raisons, aussi pour sa culture, un écrivain qui connaît sérieusement, pour l'avoir rencontré, avoir discuté avec lui, un écrivain qui connaît sérieusement à la fois les philosophes, Schopenhauer, Nietzsche, et qu'on retrouve de manière explicite ou cachée dans sa littérature. Un écrivain qui voue un culte particulier évidemment à Balzac ou à Baudelaire, qu'on retrouve... il y avait un poème qui était projeté hier soir. Et puis il va aussi du côté de Saint-Simon, de Fourier pour les théories de fonctionnement social. Bref, un écrivain... qui nous apporte une vision particulière sur le monde, qui nous permet de réactiver ce qu'on ne voyait plus, qui nous met sous les yeux ce qu'on ne voyait plus. Un écrivain sans doute très très important. Et voilà. Donc, je vais commencer par Aurore, si tu veux bien. Tu veux bien? La question se porte sur le même rapport entre écrivain important ou écrivain majeur. Oui, pour moi c'est difficile. Non, pour moi c'est un des plus grands écrivains vivants. Donc la distinction universitaire entre guillemets entre écrivain majeur ou important, je ne sais pas très bien comment la faire, mais pour moi il est évident que c'est un des plus grands auteurs vivants. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, quoi. En tout cas, pour moi, le plus grand écrivain français vivant, ça c'est sûr et certain. Donc, pardon, j'ai oublié le micro. Écrivain important que tu as adapté, donc pour la possibilité d'unir. Quel a été ton premier rapport au texte? Est-ce que c'est d'abord un travail, est-ce que c'est d'abord un rapport lié à une conception théâtrale en premier, ou juste une curiosité, un intérêt pour l'auteur? Non, en fait, le roman pour moi relève d'une lecture éminemment intime, et le fait de pour moi le passage de lire un roman et se dire tiens je vais en faire une pièce de théâtre, c'est comme si on prenait quelque chose qui était dans sa chambre à soi et qu'on le mettait sur une scène devant tout le monde. C'est-à-dire que et j'ai absolument pas cette sensation avec les pièces de théâtre en fait que je lis, ou les pièces contemporaines ou choses comme ça. J'ai l'impression que lire un roman, et ces romans, et notamment Houellebecq, c'est comme si les personnages m'appartenaient, ils étaient à moi, et c'était un monde qui m'appartenait, et que du coup, de voir en faire théâtre, c'était finalement presque plus proche de moi tout aussi proche de moi que si moi-même je devais écrire une pièce, ou en tout cas beaucoup plus proche de moi la trajectoire de l'adaptation d'un roman,
et surtout de Michel Houellebecq, plutôt que de prendre une pièce du répertoire et de la monter. Et donc, pour moi, c'était d'abord un auteur de chevet que j'adorais, et je m'étais jamais dit, tiens, je vais en faire une pièce. Mais par contre, un jour, je me suis dit, on discutait tous les deux, et on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça. C'est le théâtre qu'on a envie de faire. Il est là, quoi. Voilà. Aux Premières Amours, c'était des classiques. C'était, il me semble bien, c'était théâtre grec, Feydeau. Oui, tout à fait. Moi, j'ai monté. Et d'ailleurs, ma prochaine pièce, c'est une pièce de Thomas Bernhard. Donc moi, je monte des pièces de théâtre, mais monter Houellebecq, c'était comme une espèce de comment dire, de chemin de traverse. Enfin, je vous dis, c'est comme si c'était ma chambre à moi, ma chambre imaginaire, dont je m'autorisais à faire théâtre. Voilà. C'est beaucoup plus intime, en réalité, pour moi, d'adapter des romans, finalement, que de monter des pièces. Je sais pas. Alors, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un chemin qu'on fait dans le roman seul, soit quand on le lit, qui est beaucoup plus intime que quand on est face à des personnages de théâtre et à une pièce de théâtre qui est déjà l'extériorité des choses. Ce sont des gens qui sont censés être en chair et en os, à qui il arrive des choses, qui font une série d'actions, etc. Alors que le roman, c'est un cheminement intérieur, c'est des paysages, c'est des états d'âme, c'est des émotions qui ont à voir avec l'image, le cinéma, la musique, etc. Dans le spectacle de Julien, on voit très bien aussi le trajet là-dedans. Mais voilà, je trouve que c'est en tout cas une forme, pour terminer, qui est éminemment moderne, qui propose une théâtralité éminemment libre et moderne, et qui correspond finalement à ce qu'on a envie de voir, moi ce que j'ai envie de voir et ce que j'ai envie de faire au théâtre aujourd'hui. Voilà. Donc la crudité, par exemple, l'obscénité, ce que souligne, ce que met Houellebecq alors après, les yeux. Dans les thèmes et dans la forme, etc., au-delà de la dimension romanesque, pour moi, on est dans une espèce de lucidité. D'abord, c'est un auteur qui m'aide à comprendre le monde dans lequel je vis, tout simplement. Et puis, c'est un auteur de l'extrême, un peu, je veux dire, qui pousse les logiques du monde ultralibéral jusqu'à leur dernier retranchement, et qui va encore plus loin que ce qu'on peut même nous imaginer. Et puis au-delà des thèmes, en termes poétiques, tout simplement poétiques, moi ce que j'adore, c'est la poésie du rien, c'est la poésie du néant, de l'errance, qui est vraiment une espèce de spleen, je crois, qu'on ressent tous quand on se balade dans les banlieues et qu'on traverse des zonings et avec des pubs, etc. Voilà, je pense que il capte vraiment une mélancolie qui est très puissante présente et très juste. Et pour l'avoir également parlé avec Julien, Houellebecq ne s'adresse pas spécialement aux trentenaires ou aux vingtenaires. Enfin, a priori, il s'agirait de post-68 art d'abord, directement, et ensuite. Donc, c'est assez étonnant de voir qu'une jeune génération s'empare, et ce que tu disais à l'instant, Houellebecq vous donne des réponses, vous apporte des réponses. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que, bon, évidemment, c'est pas la même génération que nous, etc. Mais je ne sais pas comment dire. C'est comme si c'était un espèce de phare. Ouais, un phare de... N'est-ce pas dangereux? Parce qu'on peut penser qu'à la fin, Houellebecq n'est pas un grand penseur. Alors, peut-être Julien. Alors. J'ai senti une pulsion. Non, mais en fait, là où parce que moi, on me pose souvent la question, parce que comme j'ai moins de 30 ans et que je monte Michel Houellebecq, on me dit sans arrêt... alors comment ça se fait qu'un type de 27 ans s'intéresse à Michel Houellebecq qui écrit sur les post-68 art, tout ça, et au fond je me rends compte que ça finit par m'agacer, pardon Antoine, hein, mais je trouve ça incroyable. Enfin, je veux dire, si je montais Albert Camus, personne me ferait chier en me disant vous avez pas fait la guerre d'Algérie, donc non, mais je dis pas que tu me fais chier, Antoine, hein. Mais c'est hyper important. Donc oui, j'ai pas fait mai 68, j'ai pas lancé des pavés ni été contre les gens qui lançaient des pavés, et pourtant Houellebecq me parle. C'est pour souligner l'admiration et le travail qui est fait, en fait, qui est tout à fait étonnant, et se dire qu'au fond, ce que je te posais
comme question tout à l'heure à Aurore, Houellebecq tendrait à devenir un classique puisqu'il est en train de traverser et vous êtes emparé immédiatement d'un texte pour lequel généralement on a le nez dans le guidon et vous proposez une lecture intelligente aujourd'hui adaptée au théâtre. Mais en fait, ce qui est drôle sur la discussion que vous aviez juste là, par exemple, sur la question d'une forme d'application pratique de ce que Houellebecq propose dans nos vies à nous, il y a quelque chose qui n'est pas forcément, d'ailleurs, qui ne se place pas nécessairement à un niveau idéologique, enfin en tout cas pour ma part. Je rentre tout de suite un petit peu dans le vif du sujet, mais... Enfin, je veux dire, je peux pas dire que par exemple, Houellebecq a une grande théorie sur la démocratie participative en ce moment. C'est sa grande théorie du moment. Il pense je digresse un peu. Dans l'enlèvement de Michel Houellebecq, il voilà, en parle à la fin, exemple. oui. Il dit en gros que la Ve République a vécu, que l'idée d'un président est usée et qu'on devrait élire quelqu'un qui serait là à vie si on voulait le laisser à vie, ou qu'on pourrait enlever du pouvoir dès qu'on le désire, et que toutes les lois importantes seraient votées un peu sur le modèle suisse. Donc ce qui est une chose que moi je considère un peu comme poujadiste ou à ses limites. Lui trouve ça vraiment formidable. Donc disons que sur le point idéologique, je suis pas forcément d'accord avec lui. Mais sur le plan des applications pratiques, intimes, il y a des applications. Je parle comme si c'était un philosophe, mais d'une certaine manière, il y a cette chose-là. Je peux vous donner un exemple. Houellebecq parle tout le temps d'un principe de bonne volonté. Il l'évoque en particulier dans La carte et le territoire. On peut le voir dans les particules élémentaires et même dans La possibilité d'une île. Dans La possibilité d'une île, ce principe-là, il est représenté par, j'ai oublié son nom, mais la première femme de Daniel, Isabelle, qui fait preuve d'une bonne volonté totale vis-à-vis du personnage principal, qui est là vraiment pour lui donner beaucoup d'amour. D'ailleurs, lui, au bout d'un moment, il finit par se lasser parce qu'il est relativement égoïste. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, et il va finir par aller trouver une fille qui est beaucoup plus violente. Dans les particules élémentaires, Christiane fait preuve d'une bonne volonté gigantesque vis-à-vis de Bruno. Et dans La carte et le territoire, il y a un personnage de policier, un commissaire, et sa femme se fait refaire les seins pour qu'il aille mieux sexuellement. Alors évidemment, c'est tirer un maximum, mais ce principe de bonne volonté amoureuse, là vraiment, il s'agit de ça. C'est quelque chose qui est très très fort chez Houellebecq, c'est-à-dire que c'est tout simple au fond, hein, on le pense tous, mais qu'une relation amoureuse ne peut pas durer sans une bonne volonté totale. On ne peut pas toujours être en bonne forme, on ne peut pas toujours être plein d'un sentiment total et génial. On est obligé de faire preuve de bonne volonté. Par exemple, Houellebecq, toutes ses relations amoureuses sont construites sur ce principe dès le moment où elles durent un peu plus d'1 heure, grosso modo. Et ça, c'est une chose. Moi, je sais que la lecture de Houellebecq a modifié. Alors, vous voyez, je suis un peu en train de. C'est un peu gênant ce que je raconte là, mais a modifié d'une certaine. Vraiment profondément, moi, ma vision du monde de ce point de vue-là. Et au fond, on parle même plus d'un rapport poétique. Je pourrais parler aussi de la façon dont il parle des dragues en soirée dans le premier roman, Extension du domaine de la lutte. Où il y a un moment, quiconque a lu ce roman se voit dans les soirées où tout le monde est là pour trouver quelqu'un et se sent gêné d'y être forcément, ou en tout cas visualise un peu l'endroit dans lequel il se trouve. Voilà, et du coup c'est comme ça des applications, pas des applications, mais en tout cas une vision plus ou moins pratique, premier degré, qu'on pourrait dire objective, ce que tu disais tout à l'heure, qui est très forte, en tout cas pour moi, par rapport à la discussion que vous avez tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, dans Houellebecq. Est-ce que ces personnages de bonne volonté, ils finissent pas tous très très mal ? Alors, ouais. Oui, plutôt. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il est cruel. Ouais, mais c'est parce que. Ouais, bon. Pas la femme du commissaire dans La carte et le territoire, où quand même ça va, quoi. Elle se fait refaire les seins, puis après ça va. On la revoit plus trop. C'est un personnage mineur. J'ai l'impression, c'est qu'en fait, comme il parle
vraiment d'intime de manière crue et relativement réaliste, toi, c'est aussi un des clés d'accès au monde et à la relation humaine, en fait, que ça te donne. Absolument. Non, mais après, tout ça n'empêche pas la souffrance et tout ça n'empêche pas la mort, parce qu'effectivement, généralement, les personnages qui font preuve d'une bonne volonté totale chez Houellebecq finissent soit morts, soit paraplégiques, puis morts, soit, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses, donc c'est très difficile. Mais oui, mais en même temps, le jeu en vaut la chandelle, c'est toujours ça un peu qui dit, c'est que même si ça termine mal, le jeu de donner beaucoup à l'autre, le jeu du don total, il est... mais c'est le poème, par exemple, le poème La possibilité du Nil, il dit l'amour absolu, mais il dit aussi quelque chose d'un moment de total dans le don de soi et dans le don qu'on reçoit de l'autre, immédiat. Donc ça, c'est toujours un peu sa façon d'envisager l'amour absolu, quoi. Oui, mais dans La possibilité du Nil, très précisément, la figure de l'amour absolu est le chien. C'est-à-dire la figure de l'absolue bonne volonté de l'amour, de celui qui donne en recevant très peu, et l'amour inconditionnel, c'est le chien. Et dans l'adaptation que vous proposez... Qui d'ailleurs finit très mal aussi. Oui, mais le chien est présent. Un chien dressé d'ailleurs qui intervient et... Oui. Et en fait, le chien est présent et... J'en dis peut-être trop, mais Esther, qui est le personnage dont Michel est amoureux, est absent. Mais en même temps, il suffit de voir des vidéos de Houellebecq avec son chien Clément, qui maintenant est mort. D'ailleurs, tu as été, je crois, au cimetière de... Non, j'y suis pas encore allé, moi. Tu n'y es pas encore allé. Non, parce qu'il est au cimetière pour chiens, avec un poème sublime sur la tombe de Clément, où Houellebecq l'appelle mon petit bonhomme. Mais c'est hyper naïf, hein, mais moi je trouve ça extrêmement triste, parce que lui, c'était vraiment sûrement l'être qu'il a le plus aimé dans toute sa vie. Et voilà, mais de la même manière, enfin, je digresse encore un peu, mais les 30 dernières pages de La possibilité du Nil, pour Houellebecq, c'est ce qu'il a écrit de plus beau. Et je suis sûr que, alors évidemment, c'est ce qu'il a écrit de plus beau parce que poétiquement, c'est une sorte de divagation qui est, à mon avis, dans ce qui y a vraiment objectivement de plus puissant chez Houellebecq, mais aussi parce que le rapport d'amour entre le chien et l'humain, et le rapport de don est total, et qu'il ne pourra pas écrire quelque chose de plus total que ça. Dévouement absolu, oui. Mais je vais continuer avec toi alors, Julien. Est-ce qu'on peut envisager de considérer Michel Houellebecq comme un écrivain naïf qui manierait parfaitement l'ironie, à la fois candide et avec une observation sans... Je pense pas que lui soit naïf, mais je crois que quand on le lit, on peut pas s'empêcher de le penser, en tout cas. Oui, évidemment. On a la retranscription dans son œuvre, oui. Ouais. C'est difficile à dire. Il y a quelque chose, de toute façon, de la même manière. En gros, c'est un double mouvement. Le mouvement qui va vers le cru et le plus dur, et exactement le même mouvement qui va vers le plus naïf. C'est-à-dire... Quand il parle, il y a un personnage dans Les Particules élémentaires, nous on l'a traité parcellairement, mais il revient un peu plus dans le bouquin, qui est Desplechin, qui est le supérieur hiérarchique de Michel Dzerzhinsky. Houellebecq, sur ce personnage-là, c'est vraiment intéressant parce que c'est le schéma typique du personnage houellebecquien. Il est extrêmement dur avec lui, enfin dur, il n'est pas dur, il est violent parce qu'il dit qu'il n'arrive plus à bander, qu'il n'arrive plus à se souvenir de sa dernière érection, c'est ça qu'il dit, qu'il n'assume pas son homosexualité, qu'il est alcoolique. Enfin, vous voyez, c'est quand même un tableau assez énorme de ce personnage. Et pourtant, il a une forme de compassion gigantesque qui touche quasiment à la naïveté à la naïveté, en tout cas à une forme de candeur, tellement la compassion est gigantesque sur ce personnage-là. Et ces deux choses-là, ces deux mouvements-là sont une seule et même chose chez Michel Houellebecq. Il n'y a pas une volonté pour lui d'un côté de choquer et de l'autre côté d'adoucir. Il y a simplement une chose et l'autre sont la même chose. Et c'est toujours ce qui caractérise plus ou moins l'écriture de Houellebecq. Donc une juxtaposition permanente de ton, de discours. Comment on reçoit cette alternance et comment on l'envisage pour l'adaptation ? Parce qu'il y a aussi les ruptures qui produisent de l'humour. Et la première partie des particules élémentaires, et on va dire, je fais très court, hein, mais elle est plutôt
orientée vers la jouissance et vers le rire, et la seconde plutôt vers cette même alternance, vers la gravité et l'émotion. Je crois que c'est encore plus clair dans l'adaptation que j'en ai faite, parce que dans le roman, c'est plus mélangé. Il y a moins cette chose. La dualité, elle est assez forte dans l'adaptation théâtrale. Dans le roman, on a moins ça. D'ailleurs, c'est assez drôle, j'en discutais hier soir avec Aurore, c'est que le personnage de Bruno dans la première partie de l'adaptation ressemble plus au personnage de Daniel dans la première partie de La possibilité du Nil que réellement au personnage de Bruno dans Les particules élémentaires. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, je parlerai de ça plus tard, peu importe. Qu'est-ce que je disais ? On parlait de l'alternance des tons et des discours. Ouais. Quand on adapte la pièce, comment on s'empare de cette alternance et comment on la restitue par le jeu des acteurs, par la mise en scène ? Il y a à l'intérieur de la phrase de Houellebecq, il y a cette chose-là. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure de la phrase « Il n'arrivait plus à se souvenir de sa dernière érection », mais en vrai, la phrase, c'est « Il n'arrivait plus à se souvenir de sa dernière érection, point virgule, il attendait l'orage ». Et ça, c'est la phrase houellebecqienne typique. Il y en a une, sa préférée dans Les particules élémentaires, Houellebecq, c'est, et je vais l'oublier, l'éternité de l'enfance est une éternité brève, mais il ne le sait pas encore, point virgule, le paysage défile. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il utilise le point virgule. Alors là, son dernier truc, c'est il dit qu'il va arrêter avec les points virgules. Maintenant, il dit parce que je l'ai rencontré il y a un mois, il m'a dit maintenant, moi, c'est les 2 points. Maintenant, c'est les 2 points. Donc on verra dans le prochain livre. Oui, au mois de janvier, oui. Voilà. Mais pourquoi je dis ça ? Oui, parce qu'en fait, à l'intérieur même de la phrase de Houellebecq, il y a toujours comme ça ce balancement et ce basculement. Donc après, de manière plus générale dans le texte, pour moi, il ne s'agit pas de... au fond, le basculement, il ne se fait pas entre des moments violents et des moments joyeux. Il se fait pas... à la limite, à part sur le texte sur Charles Manson, qui est vraiment un moment plus poétique et plus violent objectivement. C'est un peu le cœur de cette chose-là. Mais sur le reste, c'est tout le temps arriver à créer le mélange. Alors forcément, théâtralement, on est obligé de mettre plus ou moins une chose en avant. Dans la première partie, on peut dire que je mets en avant l'aspect comique de la chose, mais en même temps, je ne peux pas dire que la relation entre Michel et Annabelle ou la relation entre Michel et Bruno soit pas une relation aussi forte que la relation qu'ils entretiennent dans la deuxième partie. Simplement, je mets un peu plus l'accent là-dessus. Lui, parfois aussi. Mais il y a toujours cette chose-là. Le personnage de Walcott qui apparaît à la fin, qui dans le roman est un homme, moi j'en ai fait une femme. Ce personnage-là, nous on l'a traité, on l'a radicalisé un peu plus, il devient un personnage poétique, mais parce que dans la pièce, en tout cas pour ceux qui l'ont vu, c'est devant un ventilateur avec le texte en anglais, tout ça, donc on est dans une image beaucoup plus poétique, mais au fond dans le livre c'est un type qui dit vous savez les jeunes aujourd'hui en Irlande ils ont envie de bosser pour Microsoft et puis bon ils croient plus vraiment en Dieu, mais c'est quand même une forme, il y a une beaufrie chez ce personnage là, moi, dans comment je l'ai traité, je vais dans le sens poétique que Houellebecq introduit à la toute fin des particules élémentaires. J'enlève l'aspect un peu bourrin du personnage. Mais en tout cas, chez lui, c'est toujours présent. De la même manière, il fait dire à ce personnage-là l'humour ne sert à rien, l'humour ne sauve pas, l'humour ne sert à peu près à rien. Ouais. Et lui, par exemple, dit que ça, c'est vrai. Pour lui, ça, c'est une des phrases les plus importantes du livre. Alors, c'est très bizarre le concernant, parce que pourtant, il a énormément d'humour. Mais je pense qu'en vieillissant, il sait que cette phrase-là qu'il a écrite pourtant il y a 15 ans, même presque 20 ans maintenant, 15 ans, est juste. L'humour, en fin de compte, ne sert à rien. Au début, ça peut aider un petit peu à vivre, mais à la fin, c'est inutile. Et donc voilà, donc c'est une des phrases les plus graves et les plus lourdes de Houellebecq, et pourtant elle est dite par un personnage qui n'est pas dans la poésie et dans la lourdeur à l'origine dans le roman. Et voilà, donc il y a toujours, je dis ça parce qu'il y a toujours, encore une fois, ce basculement. J'ouvre la possibilité du Nil et je tombe sur une phrase, je vais confirmer ce que dit Julien. Je lis, si vous permettez. Le jour du suicide de mon fils, je me suis fait des œufs à la tomate. Alors, quand j'ai appris que vous montiez la scène, vous adaptiez la possibilité du Nil, je m'étais dit, oh là là, sérieuse difficulté, parce que c'est un récit qui alterne les
discours. Pour raconter rapidement, il s'agit de l'histoire d'un humoriste, Daniel, qui a transmis sa biographie, qui est récupérée par des clones. On est à une époque, on est dans un futur hypothétique et on a un récit entremêlé entre le Daniel 1, le Daniel 22, 23, etc. Puis Esther. Donc je m'étais dit comment adapter. Et puis tu m'as donné la réponse tout à l'heure. En réalité, il ne s'agissait pas d'une adaptation immédiate du texte. Tu m'avais évoqué Bret Easton Ellis. Est-ce que tu peux en dire deux mots? Enfin, je pose la question aussi à Sébastien. Vous avez travaillé ensemble? Non, nous on a. Ce que je dis en général, c'est que nous on a créé une tranche de la possibilité du Nil, c'est-à-dire qu'on n'a pas adapté le roman ex cathedra. On a vraiment choisi un axe qui est celui de la vie et de la mort de Daniel, donc le personnage qui correspond plus ou moins au début du roman. Dont on retrouve dans le roman après les clones et les histoires des clones. Mais nous, la dimension de science-fiction du roman, on la garde comme une espèce de bascule finale, mais qui est vraiment une amorce. On ne traite pas de la dimension science-fictionnelle du roman. Parce que ce dont on avait envie de parler, nous, c'était du travail que l'érotisme peut faire chez un homme et qui le conduit à souhaiter être immortel. Et donc, au-delà de la dimension critique de la société libérale, marchandisation des corps, etc., qui est présente chez Houellebecq et qui nous parle, on avait envie de raconter l'histoire de ce type de 49 ans qui ne croit plus en rien, qui est passé par un cynisme total, qui incarne pour moi une espèce de... Moi, j'adore les personnages de Buffon parce que j'ai l'impression parfois que mon métier ressemble à celui-là. Et je m'interroge sur le fait de faire du théâtre, de raconter des choses à des gens, quelle est ma place en tant qu'artiste dans la société, etc. Et donc, j'adore les personnages de Buffon, entre guillemets, de toutes les époques. Pour moi, c'est une figure récurrente dans mes spectacles. Et celui-là, je le trouvais extraordinairement parlant. Je trouvais que non seulement il racontait le cynisme d'une époque, mais aussi son très grand humanisme. Donc c'est ce type qui a 49 ans, qui ne croit plus strictement en rien, qui a un comique très dark, un peu dieudonnesque, voire bigard sur les bords, etc., qui utilise vraiment des fils antisémites, anti-musulmans, enfin toutes les pires saloperies. Il appelle ça les mauvais instincts du monde occidental, etc. Et qui, malgré tout, après toutes ces saloperies, trouve une espèce de salut en la personne d'une jeune fille dont il tombe amoureux. Et donc c'est ce récit... c'est le récit de cet amour, en fait, le spectacle. On s'est vraiment concentré là-dessus. C'est le récit sur l'espoir qui renaît chez lui suite à cet amour, alors qu'il ne croyait plus en rien. Et puis, évidemment, la mort de cet espoir. Et alors, quel autre espoir est possible derrière ? Et donc, on s'est vraiment concentré là-dessus, en fait, sur l'incarnation de ce personnage de Buffon, de Daniel Buffon, en phase de rédemption, je vais dire. Voilà. Qui est interprété par Jean-Benoît Jeu. Jeu. D'accord. Et donc le choix de l'acteur a dû être relativement difficile pour incarner, non, j'imagine. Non, ça s'est fait. On a travaillé déjà ensemble avec Jean-Benoît. Ça s'est fait assez facile. Enfin, c'était lui, quoi. Je voyais pas très bien qui j'aurais pu choisir d'autre. Il y avait une sorte d'évidence. Oui, tout à fait. Parce que porter le texte, c'est un monologue. Ouais, mais je trouve toujours que c'est difficile de raconter des histoires quand on les a pas vécues. Et je trouve que chez l'acteur, il y a souvent on voit une personne avant de voir un acteur, et je trouve que lui, il a quelque chose de profondément Houellebecquien dans sa vie. Voilà. Et donc je trouvais qu'il était très bien pour... D'où l'influence de Houellebecq, par exemple. C'est un terme qui va devenir presque courant. On est tous... On en parlait à propos de Denis Herrier. Il y a une tonalité Houellebecquienne dans son court-métrage. Je vais m'adresser à Sébastien. Oui. À propos, on a évoqué tout à l'heure votre intérêt pour le roman.
que vous distinguiez du théâtre contemporain. Vous vous souvenez, et vous avez souligné tout l'intérêt de s'emparer de textes aujourd'hui qui apportaient d'autres dimensions, beaucoup moins sèches que le théâtre contemporain. Et c'est sans doute pour cette raison que vous êtes intéressé à Michel Houellebecq et en particulier à la possibilité du Nil. Je ne sais pas si... Oui, ça y est, marche. En fait, c'est pas qu'une question d'intérêt. À vrai dire, c'est une question plus ambiguë que ça. C'est-à-dire que il s'agit en fait presque d'une ambiguïté. Dans le sens où il me semble, et avec Houellebecq, c'est un très bon exemple, que là où la pièce de théâtre implique une prise de parti et une analyse de l'action, le roman implique essentiellement un rapport au discours. Et que ce rapport au discours, cet ordre du discours, c'est le monde dans lequel on est plongé. C'est-à-dire un monde où, et c'est une thématique profondément houellebecquienne, un monde où l'action devient moindre et rapetisse petit à petit, de plus en plus, au profit d'une surexploitation du discours et surprésence du discours partout. Et que donc, même, car malgré tout, en tant qu'artiste, si vous voulez, on n'est pas détaché du monde. Dans le fait de traiter des romans, c'était se replonger essentiellement dans cet ordre de discours qui est en fait un discours dominant. C'est-à-dire qu'à la fois, on se dit le roman c'est très bien, ça nous ouvre de nouvelles portes. Vous aviez évoqué les séries aussi. Oui, c'est ça. Le détour par le cinéma. Oui, et finalement, je me demandais presque si la volonté d'adapter des romans, elle ne naissait pas presque d'un matériel qui ne venait même pas du roman, mais qui venait du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma nous a depuis longtemps habitués à transporter nos personnages dans des paysages, dans des temps qui ne sont pas ceux du théâtre, qui sont le paysage ouvert, le moment de l'anecdote où on prend un verre et ça ne veut strictement rien dire, sauf si ce n'est la beauté du verre en question, et qui ne sont pas des moments présents dans le théâtre. Et finalement, oui, le désir du roman était... le désir d'adapter du roman venait presque avec une triangulation avec le cinéma, c'est-à-dire se produisait avec une triangulation avec le cinéma. Mais derrière, là où ça me semble ambigu et intéressant, c'est que par ailleurs, ça montre bien à quel point on est gêné, nous, mais je pense tout le monde aujourd'hui, avec l'analyse et la prise en charge de l'action, en fait, du geste. C'est-à-dire que voilà, regardez, voilà, on est tous assis et on se fait face, on parle et on serait bien gêné qu'un geste quelconque apparaisse presque. C'est-à-dire que comment on l'interprète, c'est-à-dire l'interprétation même du geste, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que le geste vient poser à l'intérieur d'un monde qui, d'un ordre du discours. Et dans Houellebecq, par exemple, dans La possibilité du Nil, très précisément, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une promesse de vie éternelle, qui est une promesse, avec un clonage effectif qui se fait des personnages, mais finalement, ces personnages s'écartent complètement de toute vie vécue pour ne faire que commenter en fait l'autobiographie écrite en papier de leurs ancêtres, parce que en fait on n'arrive jamais à télécharger leur mémoire pour qu'effectivement une immortalité se produise. L'idée c'est de la lire pour éviter les erreurs et d'améliorer sans cesse la possibilité. En fait c'est plus ironique que ça, et cette question de l'ironie, là j'y reviendrai un tout petit peu, c'est-à-dire qu'en fait ça part sur un mensonge, c'est-à-dire que la secte pose, je vous le raconte parce que c'est quelque chose qu'on traite à peine dans le spectacle, la secte propose ce contrat à ses adhérents. Donnez-nous votre argent, rentrez dans la secte et nous vous promettons l'immortalité. Alors, l'immortalité aujourd'hui n'est pas possible. Par contre, il est possible de vous cloner, déjà, de garder votre ADN et de réaliser certaines améliorations génétiques qui vont vous permettre de vivre mieux. Deuxième partie de la promesse,
très vite, il sera aussi possible de télécharger votre mémoire et de la réimplanter dans les corps, dans votre corps cloné. Or, dans le bouquin de Houellebecq, assez vite, dans le développement de la secte, tout le monde se rend compte que c'est une promesse absolument absurde et qu'en fait, c'est une arnaque, en fait, c'est profondément une arnaque. Et que la seule façon, finalement, de garder le fil avec ses ancêtres, c'est l'autobiographie d'eux-mêmes qu'ils auront écrit. C'est-à-dire qu'on revient dans une très ancienne pratique de l'exégèse et de la géographie. Et du papier. Et c'est pour ça que ça s'appelle Daniel 21, Daniel 22. Oui, c'est vraiment au prophète. Oui, c'est de l'exégèse. Mais à la fois, il y a cette façon de s'auto-sanctifier. C'est-à-dire de rendre soi-même son geste, sa vie première, qui est la vie de l'enfance peut-être, quelque part aussi, comme un endroit complètement sacré auquel on ne peut plus toucher, et de s'en détacher progressivement pour en faire une sorte d'absolu dont on ne peut plus que parler. Et encore une fois, c'est intéressant, on le voit totalement, c'est tout à fait à l'œuvre dans la littérature contemporaine, où tout le monde écrit des autobiographies à tour de bras, n'importe quoi, enfin je veux dire, n'importe qui a fait un demi-voyage, écrit sa vie, et il n'y a plus de littérature, il y a une sorte de sanctification de l'instant. Oui, une mise à plat des discours aussi, parce que si tout le monde peut s'autoriser une biographie ou une autobiographie... Oui, bon. Mais au fond, on peut le faire, c'est-à-dire que... Au fond, n'importe qui d'entre nous peut écrire un très très bon bouquin autobiographique. La question, c'est qu'est-ce qu'on écrit d'autre que sa propre vie ? Parce que écrire sa propre vie, vraiment, n'importe qui en est capable, en fait. Tout le monde a une très chouette histoire à raconter sur sa propre vie. Et ça va marcher. C'est facile, c'est là. C'est à portée de main. Toute la question de l'art, en général, c'est comment on passe le pas pour aller non pas vers systématiquement sa propre vie, mais la vie des autres et la représentation des autres. Et comment l'autre arrive dans cette sphère de l'intime, qui est encore, bien entendu, une des questions houellebecqiennes. Je voudrais juste faire un tout petit... Oui, je t'en prie, oui, vas-y. Un petit encas, qui est un peu... qui peut peut-être paraître un petit peu ardu sur Houellebecq. Mais il me semble que là où, je ne sais pas moi bien si c'est un auteur majeur ou un auteur, ou un auteur mineur, mais par exemple, il me semble, en tout cas en ayant bossé sur la possibilité du Nil, il me semble qu'effectivement peut-être Houellebecq ce n'est pas le plus grand styliste du monde, ni celui qui creuse la littérature à son endroit le plus... Par contre, par exemple, la possibilité du Nil est redoutablement bien composée. C'est-à-dire que petit à petit... Entremêlement. Oui, et justement, c'est... Là, par exemple, je vous annonce l'arnaque de la secte comme si c'était quelque chose d'évident dans le livre. Or, ça ne l'est pas, c'est très subtil. C'est-à-dire que c'est une espèce de filigrane. Aucun personnage du livre jamais ne s'érige en disant « Ah, on a été arnaqué finalement avec cette secte ». Mais tout l'humour du roman consiste précisément sur cette arnaque, sur le fait que, avec bonne volonté, les membres de la secte continuent à écrire leurs autobiographies, en ayant même oublié que les hommes écrivaient il y a très longtemps des autobiographies, et en se disant peut-être un jour, ou en tout cas en reconstruisant un monde à partir de ça. Mais il me semble qu'il y a deux choses qui sont... Ce pourquoi peut-être Houellebecq nous touche, notre génération, c'est que plus que la description d'un monde, il me semble qu'il annonce aussi un programme de travail, et qui se base, me semble-t-il, sur deux choses. D'une part, c'est la science-fiction, qui, à mon sens, pour notre génération, devient quelque chose d'extrêmement fondamental. Pas la science d'abord, l'introduction de la science à l'endroit où la croyance disparaît, avant la science-fiction. Oui, mais j'entends science-fiction comme presque méthode de travail. Et je vais définir exactement ce que j'entends par la science-fiction. C'est-à-dire, la science-fiction, il me semble que depuis le début, parfois de façon vulgaire, ou parfois mal, ou parfois en forme de roman de gare, elle introduit deux questions qui pour nous sont fondamentales, pour notre génération. D'une part, c'est la possibilité de la projection d'un futur utopique ou dystopique. Mais là où précisément aujourd'hui l'idéologie politique n'a pas de promesse de futur, elle a la promesse que d'une gestion du présent. Essentiellement c'est ça, on est face à ça, une mort
oui, mais c'est pas que de l'utopie, ça peut être mais vraiment la mort de la projection, la projection future hors, à part dans la fiction. Donc la fiction nous sert déjà essentiellement à ça, à pouvoir projeter de façon gratuite en plus, c'est-à-dire c'est une espèce de champ d'expérimentation d'un futur possible. Par ailleurs, par le fait même qu'elle nous projette dans l'avenir, elle nous propose de faire face, d'une certaine façon, à notre propre mort. C'est-à-dire, et ça c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous tous, mais la mort qui est toujours cachée et différée dans notre société, tout à coup la science-fiction la pose très concrètement. C'est-à-dire que si je me projette, j'écris un bouquin qui se passe dans 200 ans, concrètement, je fais face, quand je l'écris, au moment où je l'écris, je fais face à ma propre mort et à ma propre disparition. Comme postérité, oui. Et alors qu'effectivement, la mort n'est cachée ou pas à l'œuvre. Ou aseptisée, généralement. Aseptisée, oui, c'est ça. Donc voilà, ça je pense que c'est très important. Et par ailleurs, il y a aussi toute la partie érotique de Michel Houellebecq, parce que je pense que Michel Houellebecq est un écrivain profondément, un auteur érotique, en fait, aussi. La sexualité est... obscène parfois, certains diront. Oui, mais il creuse l'érotisme à un endroit. Quand on parle de l'immortalité et de l'érotisme, c'est d'ailleurs intéressant dans La possibilité d'une île, la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que il creuse bien entendu l'érotisme au niveau de la mort. Dans la possibilité d'une île, par exemple, on invente des espèces de vagins artificiels et de sexe artificiel mais très très bien faits, qui reproduisent presque à l'identique un rapport sexuel. Et en fait, personne n'en veut. Personne n'en veut parce que par ailleurs, il y a cette promesse d'immortalité. Et qu'en fait, l'immortalité est la négation de l'érotisme. Et que... en fait, tout simplement, c'est ça. Enfin, je veux dire, je ne vais pas aller plus loin que la correspondance entre Eros et Thanatos. Mais tout ça nous conduit où quand tu dis par exemple, même dans le discours, tu dis anti-religieux, etc. C'est précisément, ça creuse toujours, essentiel pour nous, pareil aujourd'hui, l'absence de Dieu à l'endroit le plus concret. Et toute l'ironie de Houellebecq, elle est là, et l'ironie presque misérable, c'est-à-dire une fois qu'on a remplacé, c'est même pas qu'on a remplacé Dieu, c'est qu'on a évacué, on a évacué Dieu et qu'on a laissé une sorte de vacances à cet endroit-là. Comment est-ce qu'on expérimente, même petitement, il ne s'agit pas de la remplacer par quelque chose, mais comment à cet endroit-là, on y remet une pratique. Et et elle est minable. Et tout à l'heure, tu disais l'orage et j'attendais l'érection comme j'attends l'orage. Bon, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais la fulgurance, quoi. La fulgurance, là où avant il y avait Dieu. Mais c'est cette même idée de l'intuition, de la fulgurance. Et c'est pour ça que peut-être Houellebecq n'est pas un grand penseur. Mais malgré tout, il pose un champ expérimental, disons, en tout cas je pense qu'il est important pour nous, parce qu'il dessine un champ expérimental dans lequel il n'est pas tellement d'ailleurs important ce que Houellebecq, c'est ce que tu disais, c'est pas important ce que Houellebecq pense sur la démocratie ou pas. Ce qui est intéressant, c'est que lui, parmi d'autres, il donne à penser, sans doute. Donne à penser, et donne un terrain dans lequel on peut inscrire la pensée, d'expérimentation de la pensée. Enfin, voilà. Je voudrais revenir à ce que tu as dit, Sébastien Monfay, à propos du style. Effectivement, il n'y a rien de novateur dans l'écriture houellebecquienne, elle est plutôt classique, on dirait simplement balsacienne, effectivement, mais il y a quand même une expression lyrique relativement brisée, c'est-à-dire là où on avait des envolées du côté romantique, des envolées lyriques avec des couchers de soleil, mais on va le trouver aussi chez Houellebecq dans L'extension du domaine de la lune, par exemple, avec la passe de Bad El-Mandel, par exemple, magnifique, et puis après on a un écrasement sur une vibration réduite dans le béton. Donc je pense que le style n'est pas forcément visible immédiatement, mais il s'inscrit dans une sorte de macrostructure qui va rimer avec l'ensemble. Et le style, c'est aussi le souffle. Là où on trouve par exemple chez Proust un style lié à sa respiration, à sa difficulté, à son asthme, on peut trouver peut-être chez Houellebecq une sorte de respiration liée aussi à son état dépressif ou à son désenchantement. Bon, ce sont des mots à prendre avec précaution, mais peut-être que le style se dilue dans l'ensemble, et puis, comme disait tout à l'heure Julien, toujours dans les ruptures
ruptures entre deux pôles ou des ruptures humoristiques qui vont nous ramener à chaque fois d'un lyrisme, ce que tu disais tout à l'heure, pour pouvoir descendre très bas, il faut sans doute nous emmener vers un lyrisme haut pour mieux nous écraser dans une réflexion. Tu n'es pas d'accord avec cette idée ? Si, complètement, oui. mais même, je veux dire, je pense qu'en fait, il y a un projet derrière l'absence, entre guillemets, l'absence de style, enfin, ou en tout apparente, cas, apparente, en tout cas, presque la négation, mais dans les poèmes, par exemple, c'est encore plus visible, c'est-à-dire qu'à la fois, il revient avec des rimes très simples, enfin, des quatrains, ou des rimes très très simples, et à la fois des poésies minimes, comme ça, où c'est encore plus évident. De poésie du quotidien, oui, qui ne semble pas avoir de prétention, mais qui est très percutante. Oui, et mais là encore, on revient sur la question de la candeur. C'est-à-dire que une fois qu'on a évacué une fois qu'on a évacué en quelque sorte Dieu, c'est-à-dire le grand style, quelque part, ou le style fondamental dans lequel tout le reste s'inscrit ou vient imiter. Qu'est-ce qui reste des possibilités réelles de contact entre nous, si ce n'est des expériences extrêmement simples. Je veux dire, il faut repartir, enfin, on repart de cette candeur-là, et ce style-là, il me semble vraiment, encore une fois, s'inscrire dans cette vacance d'ordre absolu. Mais tout Houellebecq, et en ça, par exemple, il me semble, en fait, assez proche de Bataille, Georges Bataille, justement dans le même absence de style, dans le même tentative d'absence de style, dans la même façon de creuser des trous et venir juste expérimenter des trous. Alors chez Houellebecq, il y a plus de discours scientifiques qu'il y a chez Bataille, mais quand même, il me paraît, il me semble qu'il y a en tout cas une même immédiateté, je me permets, une même urgence, la même façon, comme tu disais, de lier Eros et Thanatos, et d'exacerber le désir et puis de descendre du côté de l'humour sans cesse. Voilà, avec des sentiments immédiats comme la colère, le sexe sauvage qu'on peut trouver chez Houellebecq. Oui, tout à fait. Dans La possibilité d'unir, il dit « L'homme parle comme le chien aboie pour manifester crainte ou colère. Le plaisir est silencieux, tout comme l'est l'état de bonheur. » Oui, est-ce que Bataille, aller au bout de la misérable possibilité des mots, l'écriture c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut dire que ce qui est misérable, parce que finalement, il reste, après le dire, après le mot, il reste la vie. Enfin, c'est aussi connement que ça, la vie vivante, il revient sur le... Oui, méthode pour rester vivant, tout à fait, oui. Mais vivant sans Dieu. Sans Dieu, mais alors il faut au minimum proposer une carte. C'est la proposition qu'il fait dans La carte et le territoire, c'est-à-dire qu'au minimum une symbolisation quelconque pour pouvoir s'opposer au réel et qu'il n'y ait pas d'écrasement ou de superposition de la carte et le territoire qui nous permettrait de se retrouver finalement comme le chien, c'est-à-dire d'appréhender le réel au niveau du sol. On a la possibilité, nous, de symboliser, de transcender, et puis Houellebecq l'a bien compris, on ne peut pas se passer de religion, donc elle est toujours présente. Oui, elle est toujours présente, mais décevante. C'est-à-dire qu'elle a perdu elle ne peut que, en quelque sorte, il me semble, de mon côté, mais je pense que du côté de Houellebecq peut-être aussi, plus qu'engendrer de la fureur, c'est-à-dire grosso modo de la réaction face à un monde dans lequel elle a perdu la main. Donc elle ne peut s'exprimer que de façon furieuse. Et par ailleurs, oui, bien entendu, et c'est toute la question de la discontinuité, la différence entre le chien et Houellebecq sur la possibilité de prendre la hauteur, c'est bien entendu à la fois la condition et la malédiction humaine. Et toute l'angoisse de l'homme réside dans cette possibilité de prendre de la hauteur. Je pense que le fait de prendre de la hauteur, c'est aussi la possibilité, pour faire un jeu de mots, la possibilité de rester vivant, pour associer tous les titres, la possibilité de rester vivant. Méthode, juste se tenir avec une légère perspective pour observer le monde avec une certaine acuité et essayer d'en rendre compte quand on est écrivain. Mais juste sur la question de la religion et tout ça, quand même, Houellebecq, c'est un écrivain qui, à l'image de certains écrivains du 19e siècle, qui proposaient une vision un peu centrée sur la technique du monde, ou en tout cas que tout progrès viendrait à un moment d'un progrès technique, tout progrès humain serait lié au progrès technique. Houellebecq, lui, il a une vision très, très semblable, mais qui est liée à la science. C'est tout progrès humain, toute avancée humaine et une avancée scientifique.
À côté de ça, il y a une vision, il y a forcément une pensée sur la religion. On sait qu'il a eu on sait que ce qu'il a raconté lui-même autour de plateformes était sur l'islam, par exemple, a été alors, peu importe ce qu'on en pense, peu importe si c'est vrai ou pas vrai, ce qui est de l'ordre de la littérature ou de l'ordre de ce qu'il pense de manière privée, mais en tout cas, on sait qu'il n'a pas une image de la religion, en tout cas des structures religieuses qui est très positive. Mais par contre, au fond, si on regarde même de manière très premier degré tous ces textes, il a une vision relativement mystique des choses. Et que c'est toujours, il y a une tension énorme entre son point de vue scientifique, enfin en tout cas son point de vue scientiste presque, où la science créerait l'avancée humaine, et en même temps une tension vers une forme de mysticisme. C'est ça qui est à la fin de la possibilité du Nil, des particules élémentaires. On peut même penser, enfin moi je le pense, c'est qu'à un moment, lui, la fin poétique de la possibilité du Nil est une fin. Enfin, toute tentative poétique globale chez Houellebecq est presque une tentative mystique. Pour lui, une des choses les plus belles qui a été écrite, c'est certains versets bouddhiques, par exemple. Alors qu'on peut s'étonner, ça ressemble pas tant que ça à son écriture. Mais il y a ça d'ailleurs dans les particules élémentaires, un appel à l'amitié entre les êtres du monde entier bouddhique. De la même manière, parce que ça c'est la grande pensée de Houellebecq, c'est qu'il faudrait un monde qui soit plus juste et où l'amour soit roi. Hein. Donc on est vraiment là presque dans la naïveté et en même temps dans la beauté gigantesque. Mais en tout cas, voilà, il y a une forme de mysticisme, alors pas à prendre au sens lieu du changement du mysticisme, pas à prendre au sens du yoga occidentalisé du mysticisme, mais vraiment un mysticisme réel à l'intérieur. Je crois qu'à la fin des particules élémentaires, quand on a à l'intérieur du roman, la brume irlandaise et à un moment les bâtiments qui abritent ce que Michel va utiliser techniquement pour faire ses expériences scientifiques. Derrière ça, il y a ce que Houellebecq appelle la lumière mobile et douce, et forcément, ça implique une forme de présence divine. Je sais pas, c'est peut-être un peu gros, mais en tout cas, la présence de quelque chose d'autre. Et il y a ça souvent dans ces textes. Est-ce que je peux juste... je m'excuse, je fais un peu je voudrais revenir dans le mysticisme, il y a une idée de fusion. Or, il me semble que précisément là où Houellebecq joue, c'est sur l'impossibilité de cette fusion, c'est-à-dire sur le fait de ne pouvoir l'envisager, mais de ne jamais pouvoir la vivre. Et j'aimerais revenir au tout premier texte de Houellebecq, qui était son petit essai sur Lovecraft, contre la vie, contre le monde, je crois. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est le contre, je crois, parce que c'est ce qui détermine son refus du monde initial et qui va inscrire sa souffrance dans le refus et dans l'écriture, tout à fait. Mais alors, Lovecraft, je ne sais pas pour ceux qui connaissent Lovecraft, mais je crois qu'il est, par exemple, il est cité, alors que Houellebecq s'en défend, par ailleurs, ça m'a étonné. Par exemple, dans la possibilité du Nil, il est cité presque textuellement, je suis l'ouverture, je suis la porte, Yog Sothoth. Il fait référence aussi à Aldous Huxley, dans la possibilité du Nil, c'est la possibilité de Nil. Mais il y a une idée fondamentale chez Lovecraft. Lovecraft est connu pour être le premier qui a... celui qui a inventé, grosso modo, le fantastique matérialiste. Et alors, le fantastique matérialiste consiste en ceci. Lovecraft l'écrit dans une lettre, dans une correspondance, je ne sais plus exactement où, alors qu'il ne parle que de divinités qui viennent de l'extérieur. Il dit, en fait, la science va finir par dessiller complètement les yeux des hommes, et ils vont finalement reconnaître qu'ils sont seuls face à un univers complètement froid. Et il n'est même pas hostile, l'univers. Il est purement froid. Et il peut être tout à fait agréable, comme la brume qui monte du port dans les textes de Lovecraft. C'est très lyrique, Lovecraft. Et pourtant, il y a toujours une espèce de froideur absolument inimicale qui contraste la projection lyrique. C'est-à-dire, il y a la projection lyrique et ce qui vient, c'est le néant et la mort, qui sont ceux qui résident tout au fond de l'univers, et l'absence absolue de sens dedans. Et donc tu veux dire que Houellebecq aurait puisé... Je crois, c'est pas par hasard que son premier livre, c'est sur Lovecraft. Mais je pense que cette idée d'être discontinu, c'est-à-dire que l'homme est précisément... et que la science creuse ça terriblement.
le fait de ne plus pouvoir être en fusion, c'est-à-dire la fusion interdite et plus. Je trouve que par exemple entre la possibilité du Nil et les particules, il y a une aggravation de la thématique. C'est-à-dire que je me souviens, les particules, je l'ai lu il y a longtemps, mais j'ai vraiment eu souvenir quand j'ai lu la possibilité du Nil que c'était finalement là où encore dans les particules, la science pouvait éventuellement créer une promesse de fusion dans les particules élémentaires. Même ça, dans la possibilité du Nil, ça avait été laminé et que ça n'était plus possible, enfin ça n'était même plus pensable ou possible, qu'il y avait une aggravation vraiment de la situation. C'est ce qui est dans la pièce. La mutation métaphysique est devenue mutation génétique dans la possibilité du Nil. Mais après c'est aussi parce que le passage scientifique des particules élémentaires est moins, il l'a moins travaillé qu'il a travaillé dessus dans la possibilité du Nil. Donc c'est moins précis, je pense que pour lui-même c'est moins clair. C'est comme la suite en fait, la possibilité des particules. Oui, c'est un peu comme la suite. À rebours, on a l'impression d'une suite, en tout cas d'une connexion des thèmes. Est-ce que vous avez lu récemment un ouvrage ou observé et vous êtes dit, tiens, c'est Houellebecquien? Je pose la question à tous les trois. Alors, moi, je vais peut-être ouvrir le bal, mais j'ai lu récemment, par exemple, Pierre Méraud, un texte. Quand je lis Fabrice Pliskin, j'ai l'impression de voir Aurélien Bélanger, évidemment. Je me suis dit, tiens, du côté d'Iggy Pop aussi, qui s'empare avec Préliminaire, qui s'empare. Le cinéma, enfin, Est-ce que vous avez eu cette impression d'une influence réelle Mais après, Aurélien Bélanger, par exemple, c'est vraiment... Parce que vers la fin des années 90, mais même le suivant... Il y a eu quand même toute une série de tentatives d'épigones comme ça de Houellebecq un peu ratées. Mais Bélanger, lui, vraiment, il se place dans une génération après. C'est-à-dire qu'il a 30-35 ans, Aurélien Bélanger. Et il est vraiment dans quelque chose où, comme si Houellebecq était une sorte d'écrivain... d'écrivain classique. Et il se place dans la chose un peu après. Mais il suffit de lire, de toute façon, il suffit de lire les articles de la presse de gauche intellectuelle, que ça passe des articles télé de Libération ou les éditos des Inrecuptibles. Si Houellebecq n'avait pas existé, ils n'écriraient pas comme ça aujourd'hui. Alors ils prennent ce qu'il y a de plus de caricatural dans Houellebecq, mais il se trouve que vraiment il est important. Littérairement, il a envahi, enfin en tout cas les gens qui écrivent bien moins bien que lui ont envahi le monde, quoi. Donc vous aussi vous confirmez? Ouais, je pense. Nous, on vit en Belgique et ce qui est curieux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, en Belgique, Houellebecq n'est pas du tout le personnage médiatique qu'il est en France. Donc on n'a pas, quelque part, on a ses livres, mais où on le voit dans un film, etc. Mais il n'a pas du tout cette figure de star. Mais davantage à l'étranger, c'est étonnant. Je vous disais, on va s'emparer très très vite. Par exemple, Oscar Roller, le metteur en scène cinéma, va s'emparer des particules. Ça fait un succès phénoménal en Allemagne. J'ai regardé 50 000 entrées en France. Et donc. Mais en fait, c'est une bien sûr. Alors, une influence à retard. C'est ce que je non, oui, mais je sais pas exactement comment ça se passe en Allemagne ou aux Pays-Bas, mais en Belgique, bien entendu, c'est un écrivain très, très lu, très populaire, etc. Mais il n'a pas ce statut de personnage médiatique, c'est-à-dire que on lit ses livres, mais de savoir si Houellebecq est là, il est pas là, il est parti en Espagne, il paye ses impôts, il les paye pas. En fait, ça n'anime pas du tout le débat. Le débat public est complètement écarté. Vous avez accès au texte plus directement, c'est sans doute beaucoup plus juste. Et c'est peut-être pour ça justement que les colloques se font avant, c'est-à-dire que nous on a accès à l'écrivain Houellebecq, pas en moindre, en très 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 moindre. Oui, j'avais été surpris que en fait tous les pays limitrophes s'intéressaient à Houellebecq et pas la France immédiatement. Est-ce que je peux vous interroger sur les travaux, vos prochaines je sais que vous êtes en train de travailler, je sais que Julien travaille, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot pour vos prochaines adaptations ou mises en scène.
Aurore Fattier. Ouais, donc là, moi, je suis en train de travailler avec des étudiants au conservatoire de Mons sur une adaptation justement de Glamorama de Bret Easton Ellis, oui. qui est un roman qui date de 1998 et qui est vraiment une sorte de fresque extraordinaire. Moi, je trouve que voilà, les deux grands écrivains pour moi, c'est vivant, c'est Michel Houellebecq et Bret Easton Ellis. C'est vraiment deux romans, en tout cas, c'est vraiment mes deux écrivains préférés. Donc, je travaille sur ça, mais de manière non, on va dire publique, publique, mais je veux dire à l'école, quoi, avec des Sébastien apprentis. Monfay. Sébastien a travaillé sur la dramaturgie avec moi et sur l'adaptation. Et je vais monter aussi une pièce de Thomas Bernhard prochainement. Et il fait aussi le travail de dramaturgie. Et qu'on pourra voir. Et que vous pourrez voir en Belgique, en France. En Belgique et en France la saison prochaine. Il va tourner, voilà, avec Denis Lavant dans le rôle principal. Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur, voilà. Non. Moi, voilà, je travaille avec Aurore et puis en ce moment, je travaille sur l'adaptation du Bleu du ciel de Georges Bataille. Ah, voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu animé de problématiques bataillennes en ce moment. Mais vraiment, je trouvais qu'il y avait des correspondances qui étaient pas, qui sont absolument, qui fonctionnent, quoi. Enfin, Est-ce que vous aviez travaillé sur du théâtre très classique? Vous avez travaillé sur Euripide, par exemple, et donc ces amours-là sont écartés aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais sont écartés ou pas non, absolument pas. Absolument pas. La foudre continue à piloter l'univers. Bon. Et Julien, tu veux en dire un mot? Oui. Moi, je travaille sur un roman chilien qui s'appelle 2666 d'un auteur qui s'appelle Roberto Bolaño. C'est un très très gros livre, mais je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est vraiment génialissime. Mais c'est vraiment gros, genre de truc qu'on n'a pas envie de lire à part sur une plage en été, et même sur une plage c'est trop lourd pour bon bref, peu importe, mais c'est vraiment formidable et on fera ça, a priori, même je sais pas si, oui je peux le dire, on fera ça ici en janvier 2016. Voilà. Travailler en résidence ici? Travailler en résidence et on créera le spectacle ici. La première sera ici. Anja Hilling, Paravidino, Houellebecq. Plus tard. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien dans la façon dont Houellebecq, je vais aller vite, mais Houellebecq, ce qui est très très fort chez Houellebecq quand même, on a parlé de tout sauf de ça, mais c'est quand même ça, comment il structure à la fin. Tu en as dit un mot. Mais la structure vraiment de ces livres, c'est toujours très partitionné, c'est très net, très clair. Moi, je sais qu'au théâtre, j'aime beaucoup ça, à un moment pouvoir dire, on passe d'une chose à l'autre de manière vraiment brutale et on fait table rase de ce qu'on vient de faire pendant 1h30. Et là, c'est un roman en 5 parties qui sont vraiment, vraiment très différentes les unes des autres, avec des liens. On passe de l'Allemagne dans les années 40, ça c'est pour la fin. On est en Europe à la fin des années 90 et au milieu on parle de meurtre de jeunes femmes au Mexique. Donc vous voyez, ça parle d'un milliard de choses, mais c'est vraiment vraiment formidable. Et voilà, je créerai ça avec les mêmes acteurs, la même équipe d'ailleurs, la même troupe que les Particules élémentaires, plus d'autres encore. Voilà. Et pour 2015 alors? Pour 2016. 2016. Ouais. Très bien. Je vais proposer de passer le micro ou alors de faire écho aux questions pour que ça puisse être enregistré. Si vous avez une question ou plusieurs questions à nous adresser, en tout cas aux invités. Ou alors je vais répéter la question si tu veux bien, parce que c'est enregistré. Oui, ça va être long, d'accord. Oui, merci. En fait, je comprends le parallèle fait entre Houellebecq et Georges Bataille. Bataille qui a la tension entre le sublime et l'abject. On retrouve ça chez Houellebecq. Et en même temps, je ne dis pas que Houellebecq n'est pas quelqu'un d'engagé. Il est très engagé dans son écriture, de toute façon. Donc, il est un écrivain. Je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un d'engagé. Mais pour moi, Georges Bataille, c'était quelqu'un de vraiment très engagé intellectuellement dans son époque, qui a même créé une revue, La Céphale, et à laquelle il répondait, se disputait, polémiquait, par exemple, avec Breton et les grands intellectuels de son époque. Et Houellebecq, moi, c'est vrai que
il m'a un peu déçue quand... Enfin, j'ai pas lu le truc, hein, mais un matin, une fois, je me lève et j'entends... c'est le gros truc de la journée, Houellebecq qui sort un truc avec Bernard-Henri Lévy, que personnellement, je n'ai jamais pu saquer. Donc... Mais je me suis dit, c'est quoi cette farce, quoi? Et je sais... Ben voilà, si vous... Peut-être vous pouvez m'éclairer sur... peut-être que ce n'est pas une farce, je ne sais pas. Ah, mais... Je pense que non, mais je pense que les parallèles sont éventuellement sur là où j'essayais de faire un parallèle, c'était plutôt sur la question de creuser le vide plus que sur le personnage. Après, ceci dit, voilà, Bataille était dans son époque un peu, on pourrait dire presque au même titre que Houellebecq est dans la sienne. C'est-à-dire que Bataille, il a des côtés très, très étonnants aussi. Il a été très militant jusqu'au moment de la déclaration de la guerre. Et quand la guerre a éclaté, il s'est enfermé chez lui et il a écrit l'expérience intérieure. Il a été... Enfin, c'est presque ironique ce que je dis, mais concrètement, c'est dans la bibliographie, c'est comme ça que ça se passe. Donc... l'engagement politique de Bataille et de toute façon était douteux pour toute une série de personnes à son époque, etc. C'est quelque chose de très délicat, mais qui témoigne du fait de vouloir absolument s'inscrire dans son temps. Par exemple, je m'excuse, je prends l'exemple que je connais le mieux, sur lequel je suis en train de travailler maintenant. Le Bleu du ciel, par exemple, il a refusé de le publier la première fois quand il l'a écrit en 1935, parce que il ne correspondait plus tout à fait à la situation politique qu'il décrivait dans le livre. Et il me semble que chez Houellebecq, alors il prend l'époque telle qu'elle est, c'est-à-dire avec ses médias, mais il y a malgré tout une façon de s'y inscrire. Alors bien sûr, c'est pas la même, elle n'est pas peut-être aussi glorieuse, je sais pas en fait, mais voilà, Bataille était... La différence aussi profonde, c'est que Bataille, il écrivait 400 livres par an, enfin c'est pas 400 livres par an, il était publié à 400 exemplaires, et que Houellebecq à 400 000, et c'est pas du tout le même... mais c'était plus à l'endroit du vide et du creux que je trouvais que la correspondance opérait. Oui, je pense aussi, oui. Houellebecq est le témoin d'une révolution, c'est celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, comme Balzac a pu l'être à son époque, et il nous transmet... une lecture absolument nécessaire. Mais c'est vrai que Houellebecq est vite terré la plupart du temps, voire disparaît. À tel point que le film L'Enlèvement de Michel Houellebecq, c'est une espèce de parodie de ça. C'est qu'il a des périodes entières où il disparaît. Donc c'est vrai qu'il est pas du tout engagé. Je comprends votre question dans le sens où il y a un côté même où on a l'impression qu'il fuit le réel carrément, quoi. Il fuit c'est-à-dire que d'un côté il utilise les médias pour faire parler de lui, etc. Et d'un autre côté il est dans une on a l'impression qu'il esquive le réel, quoi. Enfin, qu'il esquive tout le cirque, en fait. En même temps, il vient de faire une tournée média que même Michel Sardou fait pas, quoi. Donc non mais après, moi je crois qu'il y a quand même quelque chose, c'est que la question que vous posez, je sais que c'est pas ça que vous dites, mais je suis toujours étonné qu'on regrette. Alors moi je l'ai pas vécu, alors je peux pas dire, mais qu'on regrette une époque où tous les écrivains étaient des militants, quoi. L'époque du... Non, je sais que c'est pas ça que vous dites, hein. Mais je parlais de Duras il y a pas longtemps avec quelqu'un. À Duras, c'était aussi le PC, c'était tout ça, machin. Grégory aussi. Ouais. Enfin, c'est pas ce qu'elle a fait de plus intelligent. Mais toujours est-il que aujourd'hui, l'époque des écrivains militants existe. Enfin, on en est loin, on en est très loin. Et il faut bien se dire qu'en même temps, l'écrivain national aujourd'hui, comme l'a été Sartre à un moment, l'écrivain national en France est pas loin d'être Michel Houellebecq. Rien que de par justement cette présence médiatique un peu délirante qu'il y a eu ces derniers mois, parce que c'est sûrement l'écrivain français finalement que le moins de gens, enfin que au final. Assez peu de gens l'ont lu, mais tout le monde le connaît et tout le monde l'identifie. Alors c'est quand même une grande bizarrerie, cette chose-là. Donc en fait, il a une place quand même gigantesque. Il y a qu'à voir. Il dit une phrase sur l'islam dans le magazine Lire il y a 10 ans.
c'est un tollé médiatique gigantesque. Donc quand même, en même temps, on peut pas dire qu'il prend pas des positions. Il prend des positions. On n'est pas forcément d'accord avec les positions qu'il prend, mais il en prend. Et puis moi, je crois aussi qu'il faut se méfier parce que on est en train de parler de ça maintenant et ça se trouve dans 2 mois son nouveau roman sortira et on se dira ah ouais, enfin on disait n'importe quoi parce que il sera sans doute extrêmement politique. Enfin, en tout cas, c'est envisageable. Donc on peut pas savoir. Oui, mais il est pas militant. C'est ça Enfin bref. Qu'il l'est en même temps à part Bernard-Henri Lévy. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais bien sûr. Joli. Bien sûr, mais c'est pas la militance. Elle fait partie d'une histoire. Je ne sais pas si elle est révolue ou pas, mais en tout cas concrètement, la militance comme mise en pratique de l'idée. Mais encore une fois, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur cette question de l'ordre du discours, c'est-à-dire que, et je sais pas, on peut le voir aussi. Il y a un côté ambigu et inquiétant là-dedans, c'est-à-dire que le discours prend le pas sur toute chose. Et précisément, la militance, c'était l'idée qu'à un moment, on avait un discours et qu'on allait l'exposer, dans la réalité, et on retournait et on reconstruisait le discours par rapport aux expériences qu'on avait pu faire. L'idée, c'était l'action nous unit, les mots nous divisent, quoi. Non. En tout cas, c'est sûr que le mot d'ordre n'est pas à l'action. Enfin, je veux dire, les écrivains nous engagent pas à agir et à passer à l'action aujourd'hui tellement, quoi. C'est pas d'actualité. Non, je crois que le champ d'expérience est dans le roman lui-même, dans l'œuvre. À part le collectif, le comité invisible ou tu vois. Dans le spectacle vivant, par exemple, dans l'expérience du spectacle vivant que vous proposez. Est-ce que je peux tendre le micro à quelqu'un d'autre si vous avez une question à poser aux 3 metteurs en scène, Julien, Sébastien ou Aurore? Oui. Je ne sais pas si ça va jusque-là. Passons par ici, peut-être. Désolée. Je t'en prie. En fait, c'est 2 questions dans l'une, en fait. Déjà, je voudrais juste savoir, Monsieur Gosselin, votre parti pris sur la pièce que vous avez faite. Tant de violence, mais pourtant si bien faite, je veux dire, c'est comme si c'était beau, mais violent en même temps. Vous adressez à Julien, peut-être ? Oui, désolé. Et enfin, je voudrais savoir comment ça vous est venu à l'esprit et quelles réflexions vous avez faites dessus. Et une question à vous tous déjà, désolé. Mais j'ai remarqué que vous parlez souvent de la compassion comme de la naïveté. J'aimerais juste comprendre pourquoi, au fond. Je commence à vous répondre sur le spectacle, sur le truc du beau et du violent. Justement, on parlait d'un écrivain tout à l'heure qui s'appelle Aurélien Bélanger et qui a écrit un livre qui s'appelle Houellebecq, écrivain romantique. Et c'est vraiment, il faut entendre le romantisme quand on parle de Houellebecq comme d'un écrivain romantique, évidemment pas avec la notion un peu bas de gamme de fleur bleue du romantisme comme on l'entend aujourd'hui, la Saint-Valentin grosso modo. Il faut entendre ça plutôt comme vraiment ce qu'est le truc Sturm und Drang, quoi, le romantisme vraiment classique, enfin pas classique, le romantisme romantique, avec vraiment l'immense souffrance et puis les immenses beautés. Et ça c'est à l'intérieur de l'œuvre de Houellebecq. Il y a ce dont on parlait, évidemment, ces aspects plus plats et ces aspects plus lyriques, et en même temps, de manière évidente, tout ce qui est transposé sur une scène de théâtre, c'est une des seules forces du théâtre, bizarrement. Le théâtre a plein de défauts, hein, mais ça, c'est une de ses seules forces. C'est que y a un moment, une mise en évidence terrible de ces forces-là. Il n'y a qu'à voir Shakespeare, par exemple, que Houellebecq aime moyennement d'ailleurs. Mais Shakespeare, c'est ça sans arrêt. C'est toujours un basculement, un balancement. Et il y a ça chez Michel Houellebecq. Donc dès le moment où finalement, même si j'en avais pas envie, je ne sais pas, peut-être que vous, mais après c'est différent dans la forme et c'est plutôt un monologue. Mais en tout cas, dès le moment où moi, j'avais pas spécialement envie de faire que ça se passe comme ça, si vous voulez. Enfin, je savais pas comment ça allait se passer, je savais pas comment le texte allait réagir au plateau, mais il se trouve que dès qu'on l'a fait, cette chose-là existait immédiatement.
Du texte imposé une telle adaptation. Ouais. En tout cas, le texte imposait au fond, j'ai pas demandé aux acteurs de jouer lyrique. D'ailleurs, les acteurs sont souvent relativement simples. Simplement, à un moment, le fait de dire ça sur un plateau crée une forme de lyrisme à certains moments et crée une grande violence à d'autres. Étrangement, il réagissait tout seul. Oui, je confirme, ça fonctionne très bien. Oui. Aurore, tu veux intervenir ou... Non, ta question par rapport à la compassion, moi je trouve qu'on vit dans un monde où on est très seul et on est très livré à nous-mêmes, etc. Et c'est vrai que la question c'est comment vivre en société, comment vivre avec les autres, etc. Donc oui, la question de la compassion, il me semble qu'elle est assez centrale, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un être me touche ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de l'aider ? Qu'est-ce qui fait que je tolère de vivre à côté de lui ? Voilà. C'est la question de la vie en société. Et même éventuellement, en poussant plus loin cette question de compassion, c'est jusqu'à quel point je suis touchée par un être et jusqu'à quel point je l'aide, carrément. Alors là, on est dans le don de soi, dans vouloir changer le monde, le dévouement et choses comme ça. Voilà. Oui, mais c'est un point sur lequel Michel Houellebecq insiste, sur l'importance de la liaison qui disparaît au profit d'une atomisation sans cesse des relations. Et il me semble aussi que pour éprouver de la compassion, il faut que celui qui est en face de nous, on ait au moins la sensation qu'il soit complètement broyé. Ou en tout cas très fortement menacé. Donc qu'il soit dans un danger immédiat ou dans un... et que donc, pour que la compassion existe, il faut que la présence du danger soit énorme. Et du coup, la formalisation de ce danger... Enfin, le danger devient éventuellement une forme de beauté, ou la violence devient une forme de beauté, parce que précisément, elle est liée à la compassion. Je ne sais pas, mais en tout cas, on ne peut pas imaginer vraiment de la compassion sans qu'il y ait une menace, mais une menace définitive d'écrasement, comme une mouche. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression qu'on soit une génération tellement politique, je sais pas. Mais par contre, je pense qu'on est une génération extrêmement émotive, émotionnelle, et j'ai l'impression que s'il y a une... Enfin, j'ai la sensation que cette histoire de compassion peut s'avérer beaucoup plus politique finalement qu'un monde d'idées, et qu'elle peut avoir une réelle effectivité, ouais, voilà. Très bien, oui, très juste, oui. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Oui. Alors je ne sais pas si le micro va jusque là-bas. Si vous parlez fort, je répète votre question. Je vais essayer de parler fort et surtout de ne pas être trop confus. Donc on a évoqué beaucoup de thèmes ce soir, beaucoup de détachement. Et cette question s'adresse peut-être un peu plus à vous, M. Gosselin, qui avez rencontré Michel Houellebecq. Et savoir si, dans sa personnalité et même dans l'ensemble de son œuvre, si toute la dimension très égoïste, très centrée sur ses personnages, qu'on lit ses 4 premiers romans, depuis l'extension du domaine de la lutte jusqu'à la possibilité d'une île, les personnages vont être très centrés sur eux-mêmes et très, très égoïstes et vont prendre eux-mêmes comme horizon en soi et ne vont plus se référer à grand-chose. On a parlé du recul de la religion, on a parlé du recul de l'engagement politique, le fait qu'il n'y avait plus de grands combats. Est-ce que vous diriez que cette dimension assez égoïste, au fond, à la fois des personnages de son œuvre et de la personne, vous avez rencontré, est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on transpire à la fois son travail sur son œuvre, soit qu'on discute avec le personnage. Alors, j'ai du mal à résumer, effectivement. Mais sinon, je résume en répondant. Alors, d'accord, Justin, on fait ça. T'as l'habitude du micro, vas-y, je t'en prie. Ouais. Sur la question que vous posez. À propos de l'égoïsme des personnages. À propos de l'égoïsme des personnages et potentiellement de celui de Houellebecq, non, je réponds juste sur ce petit point précis. Ça, je vous répondrai pas parce que je le connais pas. Je l'ai rencontré, mais pas plus que ça. Et puis de toute façon, vraiment, ça m'est absolument égal. Enfin, je veux dire, même si si c'était un type génialissime ou si c'était un type extrêmement dégoûtant, ça me serait à peu près égal par rapport à ce qu'il écrit. Enfin, vraiment, ça me poserait aucun problème. Ça se discute, mais en tout cas, c'est pas mon problème là pour le coup. Il est pas absolument dégoûtant en tout cas.
Sur la question de l'égoïsme, ça c'est quand même hyper intéressant parce que comme tous ces, je digresse un peu, mais je vais vite, mais comme tous ces personnages principaux, parce que les gens égoïstes dans ces textes, c'est toujours les personnages principaux, c'est rarement les autres. Généralement, il y a toujours deux figures assez, Esther, c'est vraiment le seul, on va dire, parce que c'est le seul personnage qui n'est pas le personnage principal, qui est aussi voire plus égoïste que le personnage principal. Encore que... Et à vrai dire, on le sait pas parce Esther, on ne la connaît que par les yeux de Daniel. Donc en fait, on n'en sait pas grand-chose. Absolument. Mais c'est tout à fait vrai. Mais en tout cas, c'est toujours les personnages principaux qui sont égoïstes et ils rencontrent toujours quelqu'un qui va être compassionnel et qui va être généreux, d'une générosité totale, qui va tout donner. Alors il se trouve que tous ces personnages principaux sont des hommes et que tous les personnages secondaires dont je viens de parler sont des femmes. Alors forcément, généralement, c'est drôle parce qu'on n'a pas encore discuté de ça, mais généralement, il y a toujours on peut toujours être taxé de machisme d'une certaine manière et ça, vous m'avez pas posé la question, donc je vous réponds pas sur cette question-là. Mais en tout cas, c'est toujours ça qui arrive, c'est toujours, et en même temps, à chaque fois, ces personnages, on se rend compte que quand à un moment le personnage secondaire, donc quand la femme arrive à briser le malheur de l'homme qui est le personnage principal, l'égoïsme d'une certaine manière disparaît et qu'à un moment le personnage principal peut arriver à être plus ouvert, peut arriver à être plus heureux et donc du coup plus généreux et beaucoup moins égoïste. Donc l'image parfaite, c'est Bruno Clément dans Les Particules élémentaires où il est extrêmement auto-centré, il pense qu'à baiser et à partir du moment où il rencontre Christiane qui lui offre tout, il devient beaucoup plus généreux, ne serait-ce qu'avec Christiane. C'est pareil dans Plateforme, quand on a le personnage principal qui s'appelle Michel, quand il rencontre Valérie. Valérie, elle lui offre une sexualité magnifique et de fait, il devient beaucoup plus généreux. D'ailleurs, je voudrais juste dire un truc. À chaque fois, ça se termine mal. Oui. Ouais. Le dévouement qui est proposé finalement est repris il est repris, mais par la vie, par des événements, voilà. Ouais, par l'islamisme dans Plateforme, oui. Et par la maladie dans les particules. Dans les particules. Mais c'est ça, oui, c'est toujours comme ça. Mais oui, pourquoi je dis ça ? Parce que juste une petite chose quand même qui est très importante, c'est tout à l'heure on a dit une ou deux fois dans les scènes sexuelles les plus violentes, mais il n'y a aucune scène sexuelle trash ou dégoûtante chez Houellebecq. Toutes les scènes sexuelles sont super belles, super excitantes. Vraiment, il sait écrire, quoi. Et il n'y a aucun truc. Non, mais je veux dire, on n'est jamais. Oh non, mais. Enfin, bon, moi en tout cas, jamais. C'est toujours extrêmement beau. Toutes les scènes sexuelles chez Houellebecq. D'ailleurs, il dit lui-même je fais bien les scènes de sexe et je fais bien les morts. Et ça, c'est vrai, quoi. Les enterrements. Ouais, voilà. Oui, c'est extrêmement difficile de proposer une scène de sexe, oui. Extrêmement difficile à écrire, tout à fait. Ou, sans être dans le poncif ou le cliché, oui. Tout à fait. Oui, alors parlez fort, on va essayer de traduire. Une question d'ordre purement théâtral, plus dramatique. Comment on fait dans un spectacle pareil pour balancer le côté collectif de la chose, puisque c'est une promo qui, je crois, est assez soudée, ils ont fait leurs 3 ans de ça. Donc... Ouais, pas tous. C'est pas. Mais là, je réponds sans avoir répété la question. Oui, vas-y. Poser la question d'entier, on dit que ça n'existe pas. Les comédiens se connaissent plutôt bien, je pense. Et comment est-ce quelle place on laisse au collectif, à l'improvisation, tout en contrebalançant avec, imposer sa propre idée de metteur en scène et sa propre idée de la pièce. Ok. Donc. Question sur la place du collectif à collectif l'intérieur de la création, grosso modo. Je vous réponds rapidement, mais sinon, au pire, vous me reposez la question avec une bière tout à l'heure et je vous répondrai plus longuement. Mais je vais vite, mais c'est des acteurs, enfin je veux dire, on est un peu classique dans cette chose-là. Il y a des acteurs et un metteur en scène. Les acteurs proposent énormément, moi aussi je propose énormément de choses, et puis à la fin on fait semblant de se mettre d'accord, mais en fait c'est moi qui décide. Voilà, donc je peux pas vous dire... C'est vraiment un principe de démocratie... à la Tocqueville. Ouais, exactement.
Non, mais c'est toujours ça. Hein. Enfin, c'est toujours ça. Je connais très peu de formations collectives où à la fin, il n'y en a pas un qui dit c'est moi qui décide. Quoi. Référendum. Donc, je ne vais pas vous mentir là-dessus, sauf que quand un acteur a une idée 10 fois plus géniale que la mienne, j'essaye juste de ne pas lui faire croire que c'est moi qui l'ai trouvé. C'est le seul truc que j'essaye de faire. Mais sinon, donc après, la place du collectif, elle est tout le temps présente, si vous voulez. Il s'agit pas... c'est pas parce qu'on fait pas des votes à main levée pour savoir si la perruque sera blonde ou brune qu'on n'est pas un collectif. C'est vraiment parce qu'on travaille ensemble depuis 4 ou 5 ans. Là, on travaillera encore. On sait qu'on travaille encore ensemble pendant au moins 2 ou 3 ans. Et qu'il y a quelque chose entre nous qui est très très fort. Maintenant, dans la pratique pure théâtrale, on reste quand même dans un schéma qui est relativement traditionnel. Et vous deux, vous avez travaillé en collaboration et vous avez déterminé très très vite vos places, entre guillemets, ou vos prérogatives. C'est un travail complètement croisé. C'est une guerre civile. Tu confirmes ? Oui. Alors voilà, on est pris un petit peu par le temps, donc pour qu'on puisse faire une pause et profiter du bar. S'il y a une dernière question, ce serait tout à fait bienvenu. Sinon... Elle est très importante, à la fois dans le spectacle, dans les deux, et musique live d'ailleurs. Tu réponds, Aurore, peut-être ? Oui, moi normalement c'est de la musique en direct aussi, mais il était en tournée, donc il n'a pas pu se libérer. Mais c'est un principe d'accompagnement musical lyrique Houellebecquien live normalement. Lyrique surtout. Ouais. Je dis juste un mot, mais vraiment, quand on écoute les poèmes, en gros, il y a personne qui dit mieux les poèmes de Houellebecq que Houellebecq lui-même. Quand on l'écoute dire ses poèmes, il est sur un rythme qui est vraiment un peu ce qu'on s'imagine du cliché de Houellebecq. Vous voyez ce que je veux dire, le ton monocorde gris, vous voyez. Mais on va écouter Présence humaine, qui est exceptionnel. Oui. Mais en tout cas, lui, à l'intérieur de ça, il introduit en tout cas la façon dont il le fait, moi, ça m'émeut toujours beaucoup. Et donc. Tous les gens pour moi qui ont essayé de chanter Houellebecq, de Carla Bruni à Jean-Louis Aubert, je trouve que c'est une catastrophe totale. Donc, et en même temps, le théâtre permet ça, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois quelque chose de parlé, qui soit pas du chant, où on est sur un rythme vraiment droit, gris, monocorde, et en même temps derrière pouvoir avoir un soutien musical qui est très fort. Et ça, je crois, ça ressemble très fort à ce que Houellebecq pense de comment il faudrait faire sa poésie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en tout cas, je me rends compte que ça fonctionne. Il y a quelque chose de concordant entre un moment, une musique et sa force poétique. Il y a quelque chose qui existe avec ça. Et parfois la musique empêche d'entendre. Ah ça, faut qu'on en discute au bar alors. Hein. Mais c'est bien, je trouve. Quand par exemple ? Oh ouais, mais non, là vous... Ah, on n'entend pas bien le texte à un moment du spectacle. Normalement, on entend quand même complètement, mais des fois, on fait pas bien les réglages. C'est un problème technique. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès que ce soit assourdissant, très très fort, et qu'à un moment, ça demande une concentration. C'est fait exprès. Mais oui, l'idée, c'est que ce soit un moment pas évident pour le spectateur. Voilà. Stop, Julien. Stop, Julien. Alors, je vous remercie tous pour votre attention. Je pense que vous pourriez peut-être applaudir les 3 metteurs en scène pour leur participation. Merci pour eux. Je vous invite au spectacle, à la mise en scène d'Aurore Fattier et de Sébastien Monfay, juste après, à 21h, la possibilité du Nil. Merci.